Voilà, merci Pierre. Jean-Marc, on t'écoute. Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, bonne année à tout le monde. Je suis sûr que 2021 va faire revenir l'humain et va mettre le virtuel de côté, on espère en tout cas. Alors, je tente de partager mon écran, mais ça ne veut pas. Voilà. Est-ce que vous avez mon écran ou pas? Non. Pop, 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 pop. Voilà, ça marche. C'est bon? Voilà, parfait. Bien, voilà, je suis un homme heureux. Donc ici, je vais vous parler du traitement de données, alors plus d'un point de vue juridique. Alors on a eu tout l'aspect intelligence artificielle et les questionnements à ce sujet-là. Et donc moi, je vais plutôt parler de l'aspect juridique. Alors pas uniquement de l'intelligence artificielle au sens où on l'entend habituellement, mais du traitement de données par des tiers dont c'est l'activité principale. Et quand je parle de tiers, ce sont d'autres personnes que les responsables de santé, ou en tout cas les acteurs de santé, tels que psychologues, psychiatres ou autres médecins. Donc, quand je parle d'acteurs de santé, c'est vraiment vu d'un point de vue assez large et c'est le plus facile pour comprendre. Alors, alors, une petite citation pour montrer que la vie privée, finalement, n'est pas si jeune que ça, ou en tout cas, la protection de la vie privée de laquelle va découler, en fait, la protection des données personnelles. Alors, c'est déjà Montaigne qui disait qu'il faut se réserver une arrière-boutique toute nôtre, toute franche, en laquelle nous établissons notre vraie liberté et principale retraite et solitude. Alors, ce qui est important dans cette phrase, c'est d'abord le mot liberté, le mot retraite et solitude. Ça veut dire qu'on dit une partie de la liberté, c'est aussi de pouvoir se retirer un petit peu de l'activité des autres et pouvoir retrouver sa solitude. Et alors, il y a un terme extrêmement important, c'est le terme arrière-boutique. C'est vraiment pour montrer que, en fait, la vie ou la vie privée est une arrière-boutique qu'on va opposer à la vitrine. Et donc, ça veut dire que l'individu a le choix de mettre des articles dans son arrière-boutique, de ne pas les exposer à la vente, de ne pas les exposer à l'échange, de ne pas les exposer au troc, par exemple. Et donc, quand il le décide, il pourra les mettre en vitrine et les montrer à tout qui veut regarder. Et ça, c'est vraiment très important, c'est de dire, mais finalement, le citoyen doit garder ce contrôle sur ce qu'il va donner en partage. Et vraiment, avec cette liberté totale, évidemment, le législateur lui-même va de temps en temps pouvoir mettre des règles autorisant le partage sans pour autant que le citoyen doive y consentir. On le voit maintenant dans le Covid-19, toute la crise donne justement lieu à des échanges de données, à la création de bases de données auprès de Ciensano, à des données traitées par des instances, des autorités publiques, alors que le citoyen n'y a pas à consentir, c'est une obligation légale, mais dans la majorité des cas, on va donner une possibilité de contrôle par le citoyen. Alors, en guise d'introduction, qu'allons-nous avoir? C'est tout simplement d'abord voir ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors, finalement, l'intelligence artificielle, c'est grand fantasme. On dit, mais finalement, c'est une intelligence qui va remplacer l'être humain. Et je pense que Pierre a déjà donné quelques éléments de réponse, nous disant, attention, il manque tout de même certaines étapes dans cette intelligence artificielle. Et donc, la première définition qu'on a, c'est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence artificielle. On est bien en simulation, on n'est pas en remplacement ou on n'est pas en équivalence, on va juste avoir des techniques qui vont simuler cette intelligence artificielle. Alors, il y a le Conseil de l'Europe qui a donné une définition plus générique, on va dire, de l'intelligence artificielle, qui dit: au sens large, le terme désigne en effet indistinctement des systèmes qui sont du domaine de la pure science-fiction, qui sont les intelligences artificielles dites fortes, dotées d'une forme de conscience d'elles-mêmes, donc on parle bien de science-fiction, et des systèmes déjà opérationnels en capacité d'exécuter des tâches très complexes. Alors qu'est-ce que c'est? C'est vraiment
dire mais l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'intelligence humaine, mais va juste permettre de faire des tâches complexes plus rapidement et peut-être de façon plus rapide et en permettant d'avoir une plus grande collecte d'informations que ce que le cerveau humain est capable de faire. Et donc, en fait, il y a deux types d'intelligence artificielle. Le machine learning, donc ça veut dire que la machine va prendre des règles, on va lui injecter des règles et des modèles, on va lui injecter des données et il va donner des résultats. Où il y a le système expert, on va lui injecter des données et des résultats et il va en sortir des règles. Mais à la base de tout cela, il y a l'être humain, il y a l'intelligence humaine qui va évidemment créer ces instruments. Et sans l'être humain à la base, ces machines intelligentes, allons-nous dire, ne peuvent pas vivre. Alors, les technologies, évidemment, ne sont pas seulement des questions techniques, et c'est évidemment là-dessus que je vais m'appuyer aujourd'hui, ou je vais plutôt passer du temps avec vous aujourd'hui, c'est qu'il va d'abord y avoir les technologies qui vont avoir une dimension juridique, sociale, multidisciplinaire, un dialogue entre les informaticiens, les juristes, les décideurs politiques, les sociologues. Et on le voit ici, par exemple, pour tout ce qui est application Covid-19, le Covid Alert, ça a été une discussion entre informaticiens, juristes, décideurs politiques, peu de sociologues, je vous le concède, mais donc ça a été un dialogue multidisciplinaire parce que la technique l'impose pour que cette technique puisse être d'une part forte d'un point de vue juridique, forte d'un point de vue acceptabilité sociale et forte d'un point de vue aussi politique, qu'il y ait un support politique éventuel derrière. Et évidemment, les technologies sont de plus en plus présentes dans le monde professionnel, impliquées de plus en plus dans la décision et impliquées dans l'environnement juridique. Et donc la question finale, quand on lit ça, c'est de dire, mais est-ce que le jugement humain devient hors jeu ou pas? Est-ce que le jugement humain a encore sa place finalement avec l'avènement de l'intelligence artificielle, de ces technologies qui sont de plus en plus présentes, de plus en plus utilisées et qui interviennent, je vais dire, dans bon nombre de contrats de recherche. L'Union européenne, la Commission européenne a lancé toute une série de projets dans le cadre de leur programme Horizon 2020 et maintenant dans le programme qui arrive, c'est l'intelligence artificielle déclinée dans différentes matières et la santé ne déroge pas à cela. On est en train de se poser la question de savoir, tiens, l'intelligence artificielle peut-elle remplacer un médecin? L'intelligence artificielle peut-elle donner un diagnostic final en disant, ben voilà, on a introduit ces données-là, j'ai toutes ces données-là, le patient, il est atteint de ça, 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 voilà le traitement qu'on va lui donner, tel médicament, tel suivi psychologique ou des choses comme ça. Et c'est vraiment là que va se poser le juriste aussi en disant, mais tiens, est-ce que cette intelligence artificielle, aussi intelligente soit-elle, mais pas intelligente comme l'est un être humain, est-ce que ça peut remplacer le jugement humain? Alors évidemment, on a dans l'intelligence artificielle ou dans l'autonomie, on a vraiment cette gradation qui est pas d'autonomie du tout du système et donc il y a un contrôle humain total. Et puis on va jusqu'au système autonome total et pas de contrôle humain. Sachez que les voitures autonomes actuellement, ben, il y a malgré tout encore un contrôle humain. Il y a Mercedes qui a lâché l'étude sur les voitures intelligentes et les voitures autonomes tout simplement parce qu'elle trouvait ça trop risqué et n'amenant pas la sécurité qu'il fallait pour la développer. Donc on voit que finalement, toutes les entreprises ont, ici je parle d'automobile, hein, mais ont mis en place des laboratoires d'analyse ou en tout cas de développement de systèmes autonomes et finalement certains s'en dégagent tout simplement parce que ça ne remplit pas les attentes. Alors, on va d'abord parler du règlement général de protection des données qui est finalement aujourd'hui, pour notre discussion aujourd'hui, le point central. Alors, c'est quoi le règlement général sur la protection des données? Mais c'est tout simplement un règlement qui va permettre de régler la question de la protection des données de manière uniforme, quasi uniforme pour toute l'Union européenne. Donc, ça veut dire que quel que soit le pays dans lequel vous allez aller, quel que soit le traitement que vous allez vouloir initier et quel que soit l'endroit où vous allez vouloir initier, mais vous allez avoir des règles identiques, ce qui est une garantie
évidemment, en termes de protection des données, ça veut dire que quelle que soit la localisation de la personne qui va effectuer le traitement, il sera soumis à la même loi, ce qui veut dire aussi que si d'aventure vos données sont transférées dans un autre pays, qui se retrouve évidemment dans l'espace économique européen, on parle des 27 pays de l'Union européenne hors Angleterre, sauf jusqu'au mois de juin, mais avec le Liechtenstein et la Norvège et un troisième pays dont j'ai évidemment oublié le nom, quel que soit le pays vers lequel vous allez transférer la donnée parmi ceux-là, eh bien, vous allez avoir une protection identique, ce qui est dans votre sphère de travail, évidemment, une garantie pour vous aussi. Ça veut dire que si vous avez des données patients que vous devez envoyer vers un pays européen, eh bien, ce patient va être protégé de la même façon que si le traitement se faisait en Belgique. Le RGPD ne bouleverse pas fondamentalement la protection des données telle qu'on la connaissait sous l'emprise de l'ancienne législation qui était celle de 1992. Il y a juste des renforcements de certains critères. Ce qui est certain, et là vous me voyez revenir par rapport à ce que je disais au niveau de la technique, de l'évolution de la technique, il faut un dialogue, il faut une vision conjointe entre juridique et informatique. On ne peut pas travailler le RGPD en étant un juriste sans aucun contact avec le monde informatique. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et ceux qui croient que le juridique peut se débrouiller seul ou que l'informatique peut se débrouiller seul face au RGPD, c'est, à mon avis, une erreur fondamentale. Et là, il faut vraiment avoir cette vision conjointe pour permettre à la protection des données de respecter le RGPD. Alors, vous avez deux principes. C'est d'abord la minimisation, qui est un traitement le moins invasif possible. N'utiliser que des données nécessaires. Alors, c'est important et vous verrez que quand je parlerai de transfert de données, on reviendra avec cela. C'est de dire, ben voilà, si vous avez le choix entre deux types de traitement de données, vous allez prendre celui qui est le moins invasif dans la vie privée. Et cela a aussi un impact au niveau des données nécessaires. Donc, ça veut dire qu'on va d'abord favoriser l'utilisation ou le traitement en langage RGPD de données anonymes. Et seulement si ces données ne vous permettent pas d'atteindre l'objectif de votre traitement, vous pourrez passer en données pseudonymisées, qu'on appelait codées dans l'ancienne législation. Et à nouveau, si ces données pseudonymisées ne vous permettent pas d'atteindre l'objectif visé par le traitement, à ce moment-là, vous pouvez traiter des données non pseudonymisées. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment là dans une gradation d'invasion dans la vie privée, puisque les données anonymes sont par définition peu invasives, les données pseudonymisées moins invasives que des données non pseudonymisées. Sachez cependant qu'en santé, il est extrêmement difficile d'avoir des données anonymes totales. Donc, on se rend compte que les données anonymes en matière de santé sont extrêmement difficiles à atteindre, l'anonymisation, et donc on s'en méfie. Donc, voilà, quand on vous dit toutes vos données santé seront anonymes, on peut se poser la question de savoir est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de croisements qui se font ailleurs et qui nous permettraient à ce moment-là de réidentifier le patient. Alors, une donnée à caractère personnel, c'est évidemment toute information d'une personne physique identifiée ou identifiable. Donc, ça veut dire que ça reprend quasiment tout ce qui concerne un être humain. Ça va de sa pointure à son état psychique. Donc, ça veut dire que vous avez, vous, dans votre activité professionnelle en tant que psychologue ou assistant social ou toute personne intervenant dans l'aide d'individus, vous allez traiter des informations qui sont qualifiées de données à caractère personnel. Dans ces données à caractère personnel, vous avez différentes catégories et vous avez deux catégories principales. C'est la catégorie, je vais dire, normale. Ça veut dire des données qui ne sont pas en elles-mêmes très intrusives. Alors, on parle souvent du nom, du prénom, du numéro de téléphone, par exemple, des choses comme ça. Et parmi ces données, vous avez des données sensibles. Ce sont des données biométriques, génétiques, opinions politiques, dossier médical. Donc, ça veut dire que vous, dans votre activité, vous allez bien souvent vous trouver plutôt dans cette partie-là de la classification des données, puisque souvent vous allez avoir soit des données qui proviennent du dossier médical, soit
des données qui sont aussi des données d'origine raciale ou ethnique, tout simplement parce que, par exemple, vous vous occupez aussi de personnes immigrées, des réfugiés politiques. Donc voilà, vous allez bien souvent, vous, avoir ces données, ce qui va générer évidemment une demande de sécurité plus grande. Donc ça veut dire que vous allez devoir vous assurer que votre système informatique a plus de sécurité et que vous allez échanger ces données-là en respectant la législation applicable et avec encore plus de précautions que si c'était un simple nom ou prénom. Le traitement, c'est toute opération, que ce soit la collecte, que ce soit l'effacement, que ce soit l'échange, je veux dire le transfert de données, qui concerne des données à caractère personnel par des moyens automatisés ou non. Quand on dit moyens non automatisés, c'est par exemple, vous avez un dossier médical papier, et par définition, il est classé par nom, prénom. Vous avez dans ce dossier souvent des sous-fardes. C'est déjà un moyen qui va être considéré comme rentrant dans le champ d'application du RGPD. Donc, ça veut dire que 99% des traitements qui sont effectués par exemple, les psychologues ou les assistants sociaux rentrent dans le concept de traitement et donc rentrent dans le champ d'application du RGPD. Alors, la responsabilité de traitement, c'est quoi? C'est tout simplement, on va, pour déterminer qui est le responsable de traitement, qui est finalement le bonhomme ou la madame qui va prendre sur ses épaules la responsabilité du traitement. Et donc, il devra mettre en place un certain nombre de garde-fous, va devoir prendre va devoir remplir certaines obligations légales. C'est tout simplement ce sont deux critères. D'abord, la personne qui va déterminer pourquoi traiter les données. Pourquoi est-ce que je vais traiter les données? Qu'est-ce que je vais en faire? Finalement, c'est un peu ça, c'est la question du pourquoi, avec en corollaire également la deuxième question qui est comment. Donc, ça veut dire que je vais déterminer l'objectif de mon traitement et en plus, je vais dire comment je vais les traiter. Je vais les traiter par un système, par exemple, algorithmique, intelligence artificielle. Je vais l'utiliser de manière manuelle, je vais tout simplement utiliser un dossier papier. Si vous répondez, si la réponse à ces deux questions est la même personne, vous allez avoir un responsable du traitement, vous allez l'identifier. Si à ces deux questions, vous avez deux personnes, vous allez avoir des responsables conjoints. Dans ce qui nous occupe aujourd'hui en termes d'actes de santé, un médecin qui va travailler, ou un psychologue, ou un psychiatre, ou autre, ou un assistant social qui va travailler de manière libérale, autonome, seul, va être le responsable du traitement parce que c'est lui qui va déterminer le pourquoi du traitement des données santé, par exemple, et qui va déterminer le comment, donc les moyens. Vous travaillez au sein d'un hôpital, on a pour habitude de dire qu'un hôpital va être le responsable du traitement et que les acteurs de santé qui vont travailler pour l'hôpital vont être dans un lien d'autorité avec l'hôpital. C'est-à-dire que l'hôpital va donner un certain nombre de contraintes à cet acteur de santé pour exercer son activité au sein de l'hôpital. Voilà un petit peu deux exemples concrets. La sous-traitance, c'est tout simplement un individu qui va venir aider le responsable du traitement. Alors pour ça, il faudra un contrat et il faudra que le sous-traitant s'engage à traiter les données sous les instructions du responsable du traitement et pour le compte du responsable du traitement. Donc ça, c'est très, très important. Et quand on va parler du réseau santé bruxellois ou du réseau santé en général, ayez bien cela en tête parce que ça reviendra. Vous verrez quel sera le rôle du réseau santé dans votre activité. Et c'est pour ça que je vais parler du réseau santé parce qu'il y a ce traitement d'un grand nombre de données. Alors, ça ne va pas être le big data, mais ça va être le traitement d'un grand nombre de données dans une sphère géographique particulière. Alors, en termes de sécurité, évidemment, vous allez devoir prendre les mesures organisationnelles nécessaires. Par exemple, l'hôpital va mettre en place des activités de sensibilisation de toutes les personnes qui vont traiter les données. Donc, par exemple, tous les acteurs de santé, ça peut aussi être les aides-soignantes, ça va être même le personnel
de nettoyage. Hein. Le personnel de nettoyage a accès à certaines données des patients, ne fût-ce que les noms, les prénoms, parce qu'ils circulent parmi les chambres, et donc il faudra sensibiliser également ce personnel-là. Et il faudra mettre en place des structures pour éviter les pertes de données, des accès non autorisés, etc. Ce qui veut dire aussi, c'est que vous allez devoir mettre en place toutes des règles de bonnes pratiques liées au RGPD, en ce compris, par exemple, éviter d'utiliser un algorithme qui n'aurait pas été accepté, qui n'aurait pas été validé, par exemple par l'hôpital ou des choses comme ça. Et d'un point de vue technique, c'est gestion des accès, pérennité des données et procédures visant à tester, analyser ces mesures de sécurité qui ont été. Évidemment, quand on parle d'intelligence artificielle, quand on va parler d'algorithmes, ça peut porter des problèmes de sécurité. Ça peut évidemment donner lieu à des fuites de données et donc vous rentreriez dans ce qu'on appelle une brèche de sécurité ou une violation de données. Et donc l'intelligence artificielle revient un petit peu dans le discours par ce biais-là. Alors, en termes d'échange de données, entre un acteur de santé 1 et un acteur de santé 2, parce que je ne suis pas très imaginatif dans les noms, il faudra toujours évaluer la nécessité du transfert, se poser la question, est-ce que le transfert de données est nécessaire? Est-ce qu'il faut effectivement effectuer un transfert de données? La deuxième question va être, quelles sont les données que je dois effectivement transférer? Est-ce que je vais transférer tout le dossier santé, tout le dossier médical, ou bien uniquement des données particulières? Imaginons que je suis un orthopédiste, je prescris des soins de kinésithérapie, je ne vais pas transférer tout le dossier médical au kiné, je vais lui transférer d'abord une prescription et puis éventuellement la radiologie de la partie qui doit être traitée pour aider le kiné dans son travail, mais je ne vais pas lui transférer toutes les données. Et évidemment, le secret professionnel s'applique toujours. Faites attention à la loi du 22 avril 2018 et principalement sa section 12 qui traite du transfert de données entre acteurs de santé, et les données traitées ne peuvent pas être détournées de la finalité initiale du traitement. Vous ne pouvez pas commencer en tant que psychologue ou assistant social d'envoyer vos données à une société pharmaceutique en disant, vous savez, mon patient il souffre de telle pathologie, n'hésitez pas à lui envoyer des publicités pour tel médicament, ça pourrait toujours l'intéresser. Non, ça c'est interdit puisque vous allez détourner finalement le traitement de son objectif initial. Alors en termes d'intelligence artificielle, de RGPD, on a un gros problème, on est susceptible d'avoir un problème de transparence. Alors, c'est quoi la transparence? C'est tout simplement dire à la personne concernée, chez vous, le patient, a le droit de connaître ce qui sous-tend la décision. Il a le droit de savoir ce qui a donné lieu à la décision qu'on lui donne. Il a le droit de savoir pourquoi vous lui prescrivez tel médicament. Il a le droit de savoir pourquoi on lui propose une hospitalisation. Il doit savoir ce qui va sous-tendre la décision. Ce qui pose évidemment une première affirmation de l'OCDE qui dit qu'il doit y avoir une transparence et une divulgation responsable autour des systèmes d'IA afin de s'assurer que les gens comprennent les résultats basés sur l'IA et puissent les contester. Et ça, c'est vraiment très important parce que quand on revient à notre discussion, c'est de dire, mais tiens, finalement, si une intelligence artificielle prend une décision thérapeutique, est-ce qu'on est capable de la comprendre? Est-ce qu'on pourrait être capable de la contester? Capable dans un sens, non pas capacité humaine, mais capacité de compréhension. Et là se pose le problème des algorithmes parce qu'ils pourraient, et bien souvent c'est le cas, il est impossible de comprendre la logique des algorithmes utilisés par l'intelligence artificielle et surtout ça pourrait entraîner un conflit avec des droits intellectuels. Par exemple, est-ce que le créateur va permettre d'accéder à son algorithme? Est-ce qu'il va permettre d'accéder à ces fameuses boîtes noires dont parlait Pierre tout à l'heure, à ce qui est entre les données et le résultat? Est-ce qu'il va autoriser l'individu à aller voir dans son algorithme? Alors, quelquefois, le législateur prend des positions pour permettre une telle transparence. Par exemple, pour l'application Covid Alert,
là, le législateur a dit que ça doit être un open source. Ça veut dire qu'on doit pouvoir être capable d'aller voir dans l'algorithme comment ça fonctionne. Alors, des spécialistes peuvent le faire. Moi, personnellement, je serais bien incapable de savoir comment fonctionne l'algorithme qui va me donner le résultat. Donc, c'est aussi une question de compétence de métier de la personne. Et finalement, est-ce que le patient est capable de comprendre, alors même le médecin, est-ce que le médecin ou le psychologue est capable de comprendre ce qui se cache dans l'algorithme qu'on lui propose d'utiliser? Deuxième aspect du RGPD, c'est que la personne concernée, le patient ou la personne qui consulte l'assistance sociale, il a le droit de ne pas être soumise à une décision fondée uniquement sur un traitement automatisé. Et donc là, c'est de dire, finalement, ce patient, il ne peut pas avoir une décision qui est uniquement basée sur l'intelligence artificielle ou décision qui est uniquement prise sur base de l'algorithme. Évidemment, ça pourrait être contraire au développement de l'IA comme instrument de décision, puisqu'évidemment, si la personne concernée a le droit d'avoir une intervention humaine, bien forcément, ça peut réduire l'utilisation de l'intelligence artificielle comme instrument de décision. Mais ça peut évidemment aussi donner lieu à un développement de l'intelligence artificielle comme aide à la décision. Et là, on est dans un autre concept, c'est-à-dire qu'on va avoir une intelligence artificielle qui va aider le professionnel de la santé ou l'acteur de santé à prendre une décision, tandis qu'il ne va pas prendre la décision finale. Et alors aussi, il y a le problème du traitement ultérieur de données, c'est qu'on pourrait avoir un traitement, c'est-à-dire que l'algorithme va pouvoir développer des résultats qui pourraient être utilisés à d'autres fins que le traitement de la personne. Et donc ça, c'est évidemment un obstacle, ou en tout cas un aspect qui est contraire au RGPD. Et donc, la question est de l'annulisation dont je vous ai parlé. Réseau santé bruxellois, et je vais en parler maintenant, il me reste 4 minutes, je pense, 4-5 minutes. Donc, le réseau santé bruxellois, c'est un ensemble de tuyaux. C'est une tuyauterie, c'est rien d'autre. Le réseau santé bruxellois ou le réseau santé wallon, hein, c'est la même chose. Étant dit bio de réseau santé bruxellois, c'est plus facile de parler du réseau santé bruxellois. C'est un ensemble de tuyaux qui vont connecter, qui vont permettre aux acteurs de santé d'être connectés entre eux avec une autorisation, avec une possibilité d'échange de données. Je dis bien possibilité, pas obligation. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a un tuyau qui a été installé que pour autant le professionnel de la santé ou l'acteur de santé va ouvrir le robinet. Et donc, ça, c'est un choix. Ce n'est pas parce que vous avez une conduite d'eau qui arrive dans votre maison que pour autant le bain va se remplir. La baignoire va se remplir parce que vous allez ouvrir le robinet. Okay? Ou bien vous allez tout simplement ouvrir Donc ça, c'est pour la sortie. Et pour l'entrée, ce n'est pas parce que la conduite d'eau arrive dans votre maison que pour autant le robinet d'entrée est ouvert. Vous allez ouvrir le robinet au moment où vous allez vouloir vous connecter au réseau d'eau. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un réseau, une structure qui va mettre en place les mesures de sécurité, qui va s'assurer qu'il y a un lien thérapeutique entre le patient et l'acteur de santé, qui va s'assurer que l'acteur de santé s'est bien inscrit sur le réseau et que le patient a bien accepté d'être également sur le réseau et qui va créer pour tout ça un identifiant sectoriel unique. Après cela, l'eau va passer et l'eau, elle va passer grâce à l'acteur de santé. Donc, ça veut dire que c'est l'acteur de santé qui va ouvrir le robinet d'entrée. Il va dire, voilà, moi, je suis d'accord de faire passer l'eau dans le tuyau. J'ouvre, j'ai la conduite qui est là, eh bien, je permets à l'eau d'y passer. Et donc, ça veut dire que lui, il va, au-dessus du réseau, mettre en place un service qui est le fameux dossier partagé. Et donc, ça, c'est très, très important. Ça veut dire que le service va se mettre au-dessus du réseau, mais ne va pas remplacer le réseau, parce que le réseau est là, ce sont les tuyauteries, comme le réseau ne va pas remplacer le service. Donc, ça veut dire que le réseau n'a pas le droit de gérer les services, n'a pas le droit de décider ce qui va être partagé sur le réseau. Il va juste dire, si vous autorisez les données à passer par le réseau, eh bien, je vous donne accès au réseau. Si vous refusez, je ne peux rien faire, je ne peux pas ouvrir le robinet à votre place. Donc, ça veut dire que le réseau santé bruxellois ou wallon va avoir des acteurs de santé impliqués.
des acteurs de santé qui devront avoir une relation thérapeutique avec le patient et un acteur de santé qui va être dans la continuité des soins. Donc, ça veut dire qu'un acteur de santé, psychologue par exemple, qui veut se mettre en connexion avec le réseau de santé bruxellois s'inscrira, il établira la relation thérapeutique avec le patient et il va s'inscrire dans une continuité des soins. Le psychologue qui intervient comme expert médical, comme expert judiciaire, par exemple, ou comme expert pour une assurance, il ne pourra pas accéder au réseau santé bruxellois wallon, tout simplement parce qu'il n'y a pas de relation thérapeutique avec le patient et il n'y a pas de continuité de soins. Il intervient avec une autre casquette. Et donc, ça veut dire que si on s'aperçoit qu'il a utilisé sa casquette de médecin ou d'acteur de santé pour arriver à des données santé qui transitent par le réseau santé bruxellois, alors qu'il intervenait comme expert d'une assurance, il peut être automatiquement puni. Ça veut dire qu'il peut y avoir des poursuites pénales assez conséquentes. Il va arriver dans ce réseau santé bruxellois par le DMI-DPI ou par un portail web à son choix. Et puis, à côté de ça, il y a les patients. Et on revient avec ce patient qui va avoir un contrôle sur les données. Et ce n'est pas anodin. C'est de dire au patient, OK, nous mettons en place un système de partage de données, mais vous pourrez le contrôler. Vous pourrez intervenir dans ce partage, soit en refusant d'être connecté au réseau santé bruxellois, soit en refusant qu'un médecin particulier accède à vos données. Et donc, ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on redonne aux patients ce contrôle de l'échange de données, ce contrôle finalement de pouvoir couper le robinet à un échange important de données. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et qui permet vraiment aux patients de retrouver le contrôle des données. Il peut évidemment accéder aussi aux données à condition qu'il n'y ait pas d'obstacle. Ça veut dire à condition que l'acteur de santé ait bien partagé la donnée. Ça, c'est le premier point. Il faut qu'il n'y ait pas d'exception thérapeutique. Il faut que l'acteur ne dise pas « Attendez, moi, je ne lui donne pas directement les données. Je veux d'abord le rencontrer et lui expliquer le contenu d'un rapport, par exemple, etc. etc. » Donc, voilà, le patient, il a un accès, mais qui n'est pas illimité ou qui n'est pas absolu, puisque la loi prévoit des exceptions. Donc, il faut un consentement du professionnel de la santé. Le professionnel de la santé ou l'acteur de santé doit avoir adhéré au réseau santé, doit s'être inscrit, parce que comme ça, en s'inscrivant, il accepte les conditions de fonctionnement et le patient doit également consentir au partage de données et ça a été confirmé dans la loi sur la qualité de la pratique des soins de santé. Et le dossier partagé, ce n'est pas tout le dossier médical, c'est uniquement certaines informations qui sont échangées entre acteurs de santé. Et ce qui est important aussi, et ça peut enlever une certaine crainte aussi, c'est que les documents partagés restent hébergés chez le médecin ou dans l'acteur de santé ou sur Bruxelles Plus, qui est en fait un coffre-fort qui est hébergé effectivement par le réseau santé, mais qui n'est accessible que par l'acteur de santé qui l'utilise. Alors, je pense que j'ai quasiment fait le tour. C'est-à-dire qu'il y a, ce que j'ai dit, c'est que le patient peut avoir accès aux données, mais il peut aussi avoir accès aux paramètres d'accès. Et donc, il peut exclure certains médecins du partage. Il peut aussi exclure certains documents. Imaginons que le patient va voir un ou une psychologue dans un hôpital. Le dossier est susceptible d'être partagé par l'hôpital, le patient peut très bien aller sur son portail en disant « Moi, ce document-là, je ne veux pas qu'on le partage. Je veux qu'il reste secret. » Et ça, c'est la possibilité pour le patient. C'est ça que je disais, que le patient redevenait finalement, pouvait avoir un contrôle sur ces données, c'est parce qu'il peut paramétrer les règles d'accès de son propre chef. Et il peut supprimer aussi définitivement un document et donc il devient alors invisible pour les médecins qui le soignent. Et puis surtout, quand il décide, quand il pose cette action-là, la réaction est instantanée. Donc ça veut dire que l'action, c'est action-réaction. Donc il dit, ce document, je ne veux plus le partager. Instantanément, le document n'est plus partagé.
Donc ça, c'est vraiment très important. Il n'y a pas de latence entre sa décision et la mise en œuvre de sa décision. Et surtout, l'action est invisible au médecin ou à l'acteur de santé. Donc ça, on a voulu protéger aussi la vie privée, évidemment, du patient. Et donc voilà, ce que je disais, c'est un peu une répétition, c'est une base volontaire. Et surtout, le réseau santé bruxellois ne remplace jamais un examen approfondi du patient par le médecin. Le réseau santé bruxellois, même si il y a forcément des algorithmes qui permettent l'échange de données, qui permettent de mettre en place des contrôles d'inscription, des contrôles de liens thérapeutiques, le réseau santé bruxellois et wallon s'inscrit bien dans une aide et pas un remplacement. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a des documents disponibles sur les réseaux bruxellois que pour autant l'acte de santé est exclu de la décision finale ou est exclu de l'anamnèse du patient, parce que le médecin reste la personne centrale avec le patient de cette relation thérapeutique et de la prise de décision. Et surtout encore après, il y a des logs d'accès, et donc ça veut dire qu'on a toutes les actions qui sont tracées, ce qui permet aussi au patient, après ça, de vérifier s'il n'y a pas eu des accès non autorisés à ces données, toujours via le portail. J'en ai fait l'expérience et c'est vrai que, alors je n'ai jamais constaté des accès non autorisés, mais j'ai vu les médecins qui avaient accédé à mes données. Voilà. Pour d'autres informations, vous avez les hyperliens. De toute façon, les slides seront disponibles, donc je vous invite à aller voir ces sites. Voilà, je pense que j'ai fait le tour d'un peu ces aspects intelligence artificielle, ces aspects traitement de données en grande masse et les outils qui sont mis à disposition tant des médecins que des patients. J'espère que j'ai fait écho à ce que Pierre avait expliqué, je pense, pour certains aspects. Et voilà, je suis maintenant, nous sommes ouverts. Il y a peut-être un questionnaire à mettre en place. Oui, merci Jean-Marc. Merci beaucoup pour ta présentation.